Avant d'aller plus loin, ce qui était important pour moi, c'est de remettre en perspective la diversité, la richesse qui compose le cabinet RHRE, parce que les gens ont des spécialités différentes, des experts dans des domaines qui touchent l'entreprise de près ou de loin, mais vous voyez qu'on est, on a des origines différentes, mais on a une ligne directrice, un fil d'Ariane qui est vraiment le partage. Ah ah, voilà. Alors, Joanne, est-ce que tu pourrais nous envoyer notre petite question, la première, qui nous éclairerait sur le fait que on est entre, est-ce qu'on a déjà travaillé d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique? Est-ce qu'il y a eu déjà des mélanges? Est-ce que les Québécois ont déjà travaillé avec la France ou la France avec les Québécois? Ou par rapport à nos amis qui viennent du Maghreb ou d'ailleurs, sentez-vous à l'aise Donc, de… on vient de lancer une question auquel vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre. Avez-vous déjà travaillé avec des Français? Avez-vous déjà travaillé avec des Québécois? Donc, En on étant voudrait que… d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, bien entendu. Exact, on n'a pas spécifié. Bon, il y a déjà 86 personnes qui nous disent oui, j'ai travaillé avec des Français. 86 nous disent oui, j'ai travaillé avec des Québécois. Il y a peut-être une personne qui n'a pas travaillé encore avec ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous Donc, voyez les résultats? oui. Non, on ne les voit pas. Oh! D'accord. Donc, normalement, Georges, parce que quand on met… Là, je vais arrêter le pool. Normalement, je pourrais le partager. Ah, ils sont là. Donc, là, vous voyez les Parfait, là, on résultats. les voit. Merci. Donc, on voit qu'il y a une très grande majorité qui ont une expérience soit avec des Français ou avec des Québécois et peut-être une personne qui n'a pas eu encore cette possibilité. Donc, les gens qui ont déjà… Merci beaucoup, Joanne, pour cette incursion technologique. Donc, on voit déjà qu'il y a des gens qui ont vraisemblablement eu une expérience de nos différences. Alors, peut-être que, Joanne, tu pourrais retirer Les résultats, ils le sont normalement. moi, j'ai au milieu de mon écran, j'ai la réponse aux questions. Pourrais-tu l'arrêter? Arrêter le partage. C'est bon. Moi, je l'ai encore en face de moi. Étrange. Parce que là, tu Tu peux as… le fermer toi-même, Cécile. Je dis arrêter, puis ça fait rien. Pour moi, c'est correct. Hein? C'est correct pour vous? Alors, Oui, moi aussi. bon, j'ai mon… OK. J'ai vraiment un souci là. C'est au milieu de mon… OK. Je suis désolée. Tu reviens Moi, sur c'est ta correct, on voit page. les slides. Hein? Les slides, c'est bon. Hein? Les slides. Là, on a perdu le… J'ai toujours le sondage. Alors, ça y est, je viens de… OK. On reprend le sharing, à moins que tu veuilles que je le prenne de mon côté. Ben, prends-le. Tiens, ça sera plus facile si jamais il y a un pépin et ça va moins me déconcentrer. D'accord. Donc, on va y aller comme ça. Donne-moi un petit instant. On va Toutes nos ouvrir. excuses, et merci pour votre empathie. Alors, on va aborder dans la page suivante
l'aspect, je ne vous referai pas, parce que nous n'avons pas le temps, hélas, la conjoncture historique entre un passif qui peut être très, très riche, mais qui est aussi, qui peut être problématique entre la France et le Québec. Problématique dans le sens que tout n'est pas simple et l'histoire nous montre que on va passer à l'étape suivante. Alors, nous avons fait, alors, moi je suis d'origine française, mais ça fait 24 ans que j'habite au Québec avec grand bonheur. Donc, je suis un pied d'un côté et un pied de l'autre. Et ce qui fait que quand je dis nous, parfois c'est en référence au Québec et parfois c'est en référence à la France. Donc, en l'occurrence, on va prendre cette image très claire. Sur votre gauche, vous voyez une des illustrations qui a été utilisée pendant la Révolution tranquille dans les années 60 au Québec. Alors, tranquille, pourquoi? Parce que le Québec a mis du temps pour se réapproprier un certain nombre d'espaces de la vie politique, sociétale, bref, de l'éducation. Donc, en 60, les Québécois se révoltent pour trouver et incarner une société distincte qui était, et je vous laisserai creuser le sujet, plutôt asservie d'une part à l'anglophonie canadienne, le pouvoir politique et linguistique également, et culturel également, et d'autre part, le clergé le clergé catholique francophone, qui avait aussi une mainmise sur la population. Donc, mettre chez nous, c'était vraiment, d'une part, face aux Anglais et les Canadiens anglais depuis le temps, et d'autre part, par rapport au clergé. Alors qu'en France, on a fait la Révolution en 1789 et qu'on a coupé la tête par grand nombre, on va dire. Donc, vous voyez que l'aspect je dirais, de prise en main de la société et de prendre sa place, déjà, on sent l'énergie sur un point spécifique historique qui est majeur. D'un côté, nous avons la Révolution tranquille dans les années 60, 1960, et de l'autre, nous avons la Révolution française qui a été extrêmement violente en 1789. On va passer à l'autre page, pardon, et là, on a le 24 juillet 1967, le général de Gaulle, en visite au Québec, se permet publiquement de dire « Vive le Québec libre ». Alors, pour certains, c'est une ingérence politique inacceptable. Pour d'autres, c'est le soutien enfin d'une puissance qui a été colonisatrice quelques siècles avant, mais qui donne un poids politique, géopolitique, dirais-je, à ce moment-là, ça a été très tendancieux, ça a été difficile comme sujet parce que ça remue beaucoup de choses. Ça remue la relation entre la France et le Québec, qui peut être très complexe, on vient de l'évoquer, mais aussi des questionnements internes. Donc là, l'ingérence dans une autre partie du monde, c'est un questionnement à avoir. La présentation suivante. Depuis, historiquement, les choses ont beaucoup bougé, mais je voudrais juste terminer avec ça, c'est que dans les années 60, donc, les francophones au Québec arrivent à enfin monter des universités francophones accessibles à tous, comme l'université de l'UQAM, par exemple, et en 61, politiquement, et c'est important, la délégation du Québec à Paris, la délégation générale du Québec à Paris ouvre et on arrive à je dirais une parité, c'est-à-dire que le consulat français à Québec
et la délégation du Québec à Paris, depuis lors, arrive à faire des ponts, des collaborations qui permettent, non pas politiquement et officiellement, mais d'une façon réelle et ancrée dans le concret, d'avoir des partenariats qui s'apparenteraient à des postes d'ambassade. Donc, on voit vraiment que le positionnement du Québec face à la France et la France par rapport au Québec, c'est un partenariat extrêmement distinct des autres parties géopolitiques. Là, on va rentrer dans un niveau plus concret sur un peu des clichés, mais aussi un peu des réalités qui cachent des croyances et des valeurs que nous avons. Sur votre gauche, vous voyez une petite illustration que j'aime beaucoup d'un média marketing communication qui s'appelle Topito. C'est toujours assez drôle. Je vous rassure, je n'ai pas piraté leurs images. Je collabore avec Topito, ce qui fait qu'ils me donnent accès gracieusement à l'utilisation de leur image. Donc là, on a le parallèle entre le sirop d'érable, qui est emblématique pour le Québec, et le caramel au beurre salé, qui est plus, on va le dire, breton, mais on prendra ça positivement. Sur votre droite, je dirais traduction égale trahison, ou en l'occurrence, révélateur de nos valeurs profondes. Vous avez là un symbole d'une affiche de film. C'était un blockbuster américain. Et sur la gauche, étrangement, le titre du film pour la France était Very Bad Trip. On est bien en France. Et sur la droite, la version québécoise de l'affiche du film. Donc là, déjà, on voit que les Français utiliseraient pour valoriser un lien avec une certaine américanité des anglicismes assumés, et à droite, complètement le contraire, pour certains points, plutôt un aspect de lien privilégié à la francophonie, aux Français. Dans la prochaine présentation, Joanne, nous allons rentrer dans quelque chose qui fait partie de l'iceberg. L'iceberg, comme diraient nos collègues français. Donc, au cabinet RHRE, nous travaillons avec un outil qui est très perfectible, comme tous les outils, mais qui est une excellente base de découverte qui s'appelle le profil nomade. Le profil nomade de l'entreprise Acteos permet de trouver des points importants dans notre relation au monde et de trouver notre profil, nos inclinaisons personnelles. Ensuite, on peut trouver notre différence entre notre profil personnel et le profil de notre pays d'origine. Et après, on peut faire des comparaisons avec d'autres pays, ce qui permet de voir des écarts. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je regarde l'heure pour être dans le timing. On rentre dans le vif du sujet parce qu'on aborde des thématiques extrêmement interculturelles. Donc, dans un premier temps, on voit que nous abordons le rapport, en fait, à la société. Donc, vous voyez qu'il y a un petit drapeau rouge qui est le Canada, et avec le drapeau français d'autre part. Donc, quand je disais que c'était un outil perfectible, c'est qu'en l'occurrence, pour l'instant, on n'a pas de différenciation entre le profil du Québec et le profil du Canada. Or, vous savez, ceux qui ont déjà travaillé avec des Québécois ou qui ont eu affaire avec des Québécois et des Canadiens, le Québec est une société distincte de par son esprit, je dirais l'âme du peuple, de par l'histoire, de par le rapport à la langue, mais aussi de par les valeurs inconscientes ou conscientes qui sont véhiculées dans la société québécoise. Donc,
je dirais, soyez positif quant à cette présentation par rapport au Canada. Ça vous donne quand même une inclinaison. Donc, on aborde la distance hiérarchique. Clairement, en France, on est plus porté sur l'importance de la hiérarchie par rapport à une distance hiérarchique qui est beaucoup plus faible au Canada. La question intéressante serait après de se poser, est-ce qu'au Québec, on est au même niveau, en sachant, je le rappelle, qu'il s'agit de tendances globales, mais pas du tout de quelque chose de scientifique, irréprochable et immuable. Ce qui est de l'application de la règle, alors j'imagine que certains d'entre vous ont déjà été en contact avec, je dirais, le canevas de l'interculturel, la grille de lecture interculturelle. Là, le sujet n'est pas de décortiquer les thématiques culturelles, mais bien de les aborder. Donc, si ça vous intéresse d'aborder les thématiques plus culturelles dans leur fondement, ça peut être l'occasion d'un webinaire ou d'une formation d'un atelier spécifique. Ça nous fera toujours très plaisir. Donc, revenons à l'application de la règle. Le français, en règle générale, aime qu'il y ait des règles très claires. Et le sport national, c'est de dévier la règle ou de la mettre en contexte. On a une règle, mais on regarde le contexte. Au Canada et au Québec aussi, on aime la règle parce que c'est important comme jalon et sécuritaire dans la société, mais aussi nous aimons l'appliquer de façon, je dirais, très claire et stricte. Le référentiel. Nous sommes aujourd'hui, enfin, Joanne et moi sommes sur le territoire nord-américain au Canada et au Québec. Et le référentiel, il est plutôt individuel dans le sens de nous sommes responsables, nous sommes engagés à changer le monde. Donc, en France, on serait plus dans le collectif. J'entends déjà vos questions, vos réflexions, les exceptions. Oui, vous avez raison. On pourrait donner des exemples, des contre-exemples intéressants, mais ce sont des tendances. Joanne, dans la seconde présentation du profil nomade… Juste une petite question, Oui, Cécile, qui peut être intéressante, puis je vais arrêter le partage. Est-ce que par rapport, parce que tu viens de positionner, on va dire, 3 dimensions, oui. hein? Puis il y a un élément sur lequel on insiste beaucoup quand on fait les ateliers ou les formations interculturelles. On n'est pas là pour dire que c'est mieux d'une culture ou d'une autre. On est là pour faire des constats, puis justement aider les gens à se comprendre. Si je te posais la question, parce que tu viens parler de l'application des règles et tout le monde, on sait bien qu'il y a un contexte actuellement qui nous préoccupe beaucoup, qui est le contexte de la COVID-19, à laquelle il y a beaucoup de règles à appliquer. Est-ce que tu aurais un élément, est-ce que le paramètre culturel vient… Oui, tout à fait. Tout à fait. Par exemple, j'ai des collègues en interculturel qui étaient placés en Allemagne, à Berlin, et ma collègue me disait, mais clairement, la règle est immuable, surtout quand il y a un rapport à la sécurité. Et je reviendrai à l'aspect de contextuel, par exemple, pour les Français, c'est que dans la discussion, nous étions plusieurs intervenants interculturels et justement, il y avait un Néerlandais qui était dans le groupe, il y avait une Américaine et en fait, la question de positionnement avant l'application de la règle, c'était en amont, ai-je confiance en mon gouvernement? Et par exemple, dans les pays scandinaves où la population a une confiance exemplaire en le gouvernement, l'application des règles édictées se fait fluidement. Alors que, par exemple, en France, où la population, on est en tant que Français,
les rois de oui, mais cet aspect-là est beaucoup plus difficile parce que c'est pour ça que c'est coercitif. C'est pour ça que, par exemple, en France, la règle, c'était vous avez un confinement, mais il y a aussi un État policier qui gère vos allées et venues parce que le Français dira oui, je suis d'accord, il faut qu'on fasse ça, ou je ne suis pas d'accord d'ailleurs, mais moi, mon sport favori, c'est de trouver un moyen d'appliquer la règle pour les autres. Oui. Est-ce que quelqu'un est intervenu? Peut-être parce que là, j'ai passé les gens qui voudront ouvrir les caméras OK, pourront parfait, ouvrir les parfait. caméras. Mais Donc, Joanne, il faut dire qu'on a tous été coupés pendant comme 30 secondes. On est sorti de la salle et ensuite on est revenu parce que les caméras ont fonctionné. Donc, Cécile, si tu peux reprendre un peu ta dernière idée parce que je pense que on l'a tous manqué. Il y a OK, peut-être merci Georges. Donc, en fait, l'idée, c'est que dans toutes les situations, surtout les situations critiques et qui touchent nos valeurs intrinsèques, qui sont intimes, notre rapport, par exemple, à la hiérarchie, en l'occurrence le gouvernement, ou aux règles, l'application de la règle, fait que si on a une confiance dans la hiérarchie ou notre gouvernement, l'application de la règle en sera d'autant plus importante. C'est-à-dire que pour le confinement, le français a dû être confronté à un gouvernement qui a appliqué des règles policières pour que le confinement soit pas, oui, on a le confinement, mais moi, c'est différent, je dois aller chercher ça, je veux faire ci. Donc, alors qu'en Scandinavie, l'application a été beaucoup plus fluide parce que les gens avaient confiance en leur gouvernement et donc ils ont appliqué de façon plus illustré. concrète, pas sérieuse parce que c'est un jugement de valeur. Je veux revenir à quelque chose que Joanne a évoqué. En interculturel, un des grands défis, c'est de ne jamais teinter notre regard au monde en tant que consultant interculturel ou accompagnant interculturel de nos valeurs propres. On n'est pas dans le jugement, on tente de comprendre des faits. C'est important. Donc, il n'y a pas de la bonne façon de faire, la mauvaise façon de faire. Ce sont des inclinaisons. On arrive au rapport au travail. J'espère que j'ai répondu à Joanne et vraisemblablement à vos questions qui viendront après. Le rapport au travail. Donc, on voit que le raisonnement, la façon d'appréhender le raisonnement, la France serait dans un extrême de théorie et le raisonnement et le Canada ou même le Québec plus empirique. C'est-à-dire que vous pouvez arriver avec une théorie fantastique. Oui, mais au Québec, on vous dira, oui, mais tu proposes quoi concrètement quand? Donc, par exemple, pour les présentations, si vous venez faire en tant que Nord-Américain, si vous venez faire des présentations ou un aspect commercial ou rentrer en relation, présenter un projet, le Québécois sera très organisé, concret, avec un canevas de travail très sérieux, mais on va directement au point pour lequel on est là. En France, au contraire, on fait des théories, on brode, on met en perspective, etc. Oui, mais vas-y, concrètement, tu fais quoi? Donc, d'un côté, certains Français peuvent être frustrés au Québec en faisant des affaires parce qu'il n'y a pas cet espace, il y a moins cet espace de théorisation, d'idées. Au Québec, on pourrait dire de pelleteurs de nuages. Oui, ok, mais tout ça, ça amène à quoi? Et au Québec, inversement, les Québécois arrivant en France pour des projets pourraient dire je comprends pas, nous, on a fait une réunion très carrée, on est allé directement au point avec des chiffres, etc. Et le français s'est senti un peu peut-être agressé ou pas sur la même longueur d'onde dans la façon d'appréhender la même chose.
la gestion du temps. C'est pour ça que ça c'est mon côté très, très latin. Je serais plutôt emphatique et à suivre l'énergie de la rencontre. Alors, je déborde souvent. C'est pour ça que je me suis engagée aujourd'hui à respecter votre horaire. Donc, on est plus flexible en tant que pays latin en France, alors que la gestion du temps au Canada ou au Québec serait plus linéaire et on respecte plus j'allais dire un anglicisme, on respecte plus les dates limites, les tombées, l'engagement sur la journée, sur l'heure, sur la prise de risque. Ne jamais oublier que le Québec est en Amérique du Nord et que le Far West, l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit de tenter autre chose, d'aller plus loin, est ancré dans l'ADN des Québécois. Donc, il y a un côté nord-américain qui fait qu'on prend des risques, quitte à échouer. Mais encore là, le rapport au succès et à l'échec est très différent. La France, on est modéré, on réfléchit avant de poser, on théorise justement, on revient à la théorie, on se structure, on réfléchit, etc. Mais le temps qu'on réfléchisse tellement, même avec des brillants esprits, parfois le momentum est passé. Alors qu'au Québec, on a une idée, on essaye tout de suite de tenter ça pour voir si ça marche. Donc, on revient au raisonnement. Est-ce que c'est empirique ou théorique? Oui. Si tu permets, est-ce qu'on pourrait dire que pour un Québécois, Canadien, Nord-Américain, pour prendre une figure un petit peu de M. Falardeau, l'échec est moins dramatique que l'échec vécu en France? Tout à fait. En France, si vous avez une idée, elle doit être géniale. La première idée que vous essayez d'incarner doit être géniale. Si vous échouez, donc un échec, vous êtes marqué au fer rouge du mot loser. Oui, parce qu'on est en France, il faut utiliser les mots anglais. Loser. Au Québec, je dirais l'inverse, c'est-à-dire, vous avez une idée, vous la mettez en pratique, OK, ça ne marche pas. Pourquoi? Donc là, on catalyse, on prend de l'expérience, on assoit la prochaine étape de notre vie professionnelle ou organisatoire sur dire, OK, on a essayé ça, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le bon temps, parce qu'on n'était pas préparé, parce que ceci, parce que cela. Et à partir de le fait de colliger toutes les informations, on se met là-dessus et on dit, OK, la prochaine fois, donc, il faut… Et on peut recommencer. C'est pour ça qu'ici, au Québec, il est plus facile, il est plus aisé et on a plus d'espace dans sa tête et concrètement pour essayer des choses. Ce qui fait que ça fait évoluer la société et aussi le monde du travail. Alors qu'en France, avant de partir un projet, on a déjà… Moi, j'avais un projet qui n'avait rien à voir avec l'interculturel, mais on m'avait dit, on te donne 6 mois pour échouer, tu vas perdre ton mariage dedans, tu vas faire faillite, ou alors, si c'était une bonne idée, est-ce que vraiment tu ne penses pas que quelqu'un l'aurait déjà eu? Ou alors, qui es-tu pour avoir eu cette idée? Donc, vous voyez que l'approche du succès, de l'engagement et de la dynamique peut être fort différente. Sur la présentation suivante, parce que… Il nous reste un petit 5 minutes avant de… Je voudrais… donc, le rapport aux autres. Ça, c'est des thématiques extrêmement importantes. Axé sur la personne ou axé sur la tâche? Alors, là aussi, on a des inclinaisons personnelles de notre caractère, de notre histoire, etc. Mais en France, on est plus axé sur la personne qu'au Canada. Je dirais qu'au Québec, à mon sens, on serait un peu au milieu. C'est-à-dire, oui, il faut remplir notre mission professionnelle ou pragmatique, mais on a quand même une latitude, je dirais, un peu différente du Canada. Pour ce qui est de la communication, alors implicite ou explicite, la France est plus implicite. Combien de fois on peut sortir de réunion et la personne responsable de la réunion vous dit « Bon, alors, on compte sur vous. On compte sur vous. »
Ça veut dire quoi? Mais tout le monde est censé savoir ce que ça veut dire. Donc, parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas. Alors qu'en France, la même réunion, on dira, bon, ben, l'équipe Alors qu'au Canada, tu veux dire? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit en France. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Alors au Québec, on sera plus explicite sur nos attentes en tant que mission, en tant que les dates. Je vous demande, donc on compte sur vous, l'équipe de tel dossier, pour rendre les chiffres de l'année dernière jeudi avant midi. Et on l'écrit souvent aussi. Si, je vois la caméra de Nathalie. Peut-être que Nathalie a envie de rebondir, hein? Nathalie qui est actuellement de Bordeaux, je crois. Hein, il y a sûrement des choses qui t'interpellent ce matin. Le temps d'ouvrir mon micro. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup à Cécile parce que j'acquiesce au fur et à mesure que je te tutoie, hein, je me permets de te tutoyer. Nous sommes au Québec. Parfait. Et en tant que bonne Française, effectivement, il y a un certain nombre de choses dans lesquelles je me reconnais. Et je notais quelques petites choses au fur et à mesure, et notamment quand tu disais que le français peut se sentir quelquefois un peu agressé par l'approche, quelquefois au niveau des affaires, au niveau par rapport à canadienne, entre guillemets. Je pense que c'est dû aussi par le fait que le français aime bien sentir qu'il, en tout cas, avoir l'impression de penser qu'il a un petit peu la main et le contrôle sur les choses. C'est-à-dire qu'il n'aime pas trop qu'on lui force la main. Et c'est vrai que même si ce n'est pas l'intention, on va dire, du pays, enfin du Québec et autres, c'est vrai que le français, c'est son côté un petit peu cocorico, hein, le coq sur… Rebelle? Est-ce qu'on peut dire son côté rebelle? Oui. Révolutionnaire? Oui, certainement, oui. Le fait qu'il souhaite effectivement avoir l'impression, en tout cas, qu'il mène un peu la danse et qu'il n'a pas forcément envie ou l'impression qu'on lui force un peu la main, quoi. Et ça peut être interprété comme ça, alors que l'intention, elle n'est pas là. Hein. Je sais bien que c'est pas… Donc, ça peut expliquer effectivement le fait, comme tu disais, qu'ils peuvent se sentir des fois un petit peu bousculés. Et puis le principe de précaution par rapport à l'échec, c'est ce que tu disais aussi. Oui. Je pense que tu as tout à fait raison, hein, comme quoi en France, effectivement, on n'a qu'un droit, c'est de réussir. Hein, mais c'est peut-être effectivement accentué par le fait que on prend beaucoup de précautions par rapport à ça, parce que effectivement, ça peut être mal vu d'échouer et donc, c'est pour ça aussi que quelquefois, on dit qu'on peut avoir 4 trains de retard. Voilà quoi. Hein. Donc, j'acquiesce complètement dans ton sens, même si on ne va pas forcément généraliser, mais il y a quand même… je suis bien d'accord avec toi. Merci beaucoup, Nathalie. C'est précieux comme le témoignage. Il y a Ourda qui abordait les différences aussi de par le fait du système d'éducation. Alors, tout à fait, c'est le système d'éducation, mais rappelons-nous que nous sommes dans l'iceberg interculturel, c'est-à-dire que ce qu'on voit de l'extérieur, le système d'éducation, la façon dont on parle, la façon même dont on organise nos bureaux, la façon dont on s'habille, on se touche, le ton de notre voix aussi, nos mains, quand on est latin, notre regard, tout est empreint de nos valeurs, de nos croyances, de notre histoire. Et l'important dans l'interculturel, c'est de prendre conscience de nos bagages qui sont à 80% inconscients. Parce que cette démarche d'interculturel, c'est de prendre du recul, de décrocher du jugement de valeur et de constater. Mais moi, mon inclinaison personnelle, c'est plutôt dans ce sens. Moi, je préfère un peu ça, mais est-ce que mon pays d'origine est comme ça ou pourquoi? Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir au profil, Joanne, au profil interculturel. Actéos, parce que je vois, il y a d'autres interventions aussi, et peut-être là, on arrive à 45. Et je voudrais juste finir le pavé interculturel. D'accord.
la dernière Rapidement, partie. un petit 2 minutes, quitte à ce Oui, que si les gens sont tout à fait, disponibles, on pourra aller à tout à 10h05, fait. 10h10. Donc, pour revenir là-dessus, nous sommes toujours dans une zone qui fait référence à d'autres choses. Donc, là, le rapport aux autres, la communication, on voit que la France est implicite et que le Canada est explicite. Le consensus, la résolution de désaccords, je dirais la manière d'engendrer un pont entre l'autre. La France est dans le oui, mais, même si on est d'accord, on veut rajouter quelque chose. Le Québec et le Canada, mais le Québec encore plus, est dans le consensus. Il vaut mieux parfois avoir raison, il vaut mieux avoir tort ensemble que raison tout seul. C'est paradoxal, mais il y a plein de raisons qui expliquent ça. Et l'expression des émotions, les Français sont peut-être plus extériorisés et je dirais que le Québécois est entre le Canada et le Québec parce qu'on exprime peut-être plus ou de manière différente nos émotions. Donc, je voulais vraiment, excusez-moi d'avoir insisté là-dessus, mais c'était important de faire le survol du profil nomade. Donc, je te laisse le lead. Ben, merci, Cécile. Encore une fois, je pense que tu as mis la table sur, on parle de 10 dimensions culturelles qui vont teinter. Il y a un élément sur lequel on n'a peut-être pas mis beaucoup l'accent, et là, j'invite les gens à aller sur le chat ou à ouvrir leur caméra si vous le voulez bien. Je vais prendre tout à l'heure, il y a un propos d'Aziz. Mais un élément qui est très important, je pense, et si tu es d'accord avec moi, c'est le fait de se connaître soi-même. Tout à l'heure, tu as dit, des fois, je me présente nous de la France, des fois, je me présente nous du Canada, parce que ton cheminement, parce que ton parcours a fait en sorte que tu t'es posé beaucoup de questions et tu peux identifier qu'est-ce qui vient de ton origine, qu'est-ce qui vient de tes choix de vie et autres. Mais pour vraiment être dans l'interculturel ou pousser l'analyse, il faut d'abord comprendre son propre profil. Et plus on a bourlingué à travers le monde, ou toi qui es bien voyageuse, et là, il y a Aziz, lui, qui vient toucher un aspect qu'on n'a pas parlé encore. Il vient apporter la distinction des régions. Fait que je te laisse la parole, Aziz, sur le propos que tu voulais apporter. Justement. Alors, dans les régions, par exemple, en France, vous avez les gens, les Strasbourgeois, ils sont plus rigoureux par rapport aux autres. C'est la culture, la contamination, si vous voulez, de la culture allemande. Gatineau, ils sont plus proches, ils sont à 10 minutes de Ottawa. Ils ont aussi ça. J'ai remarqué que j'ai eu le plaisir de travailler avec ces gens-là. Ils ont cette, si vous voulez, cette contamination des cultures voisines. Par contre, il y a une chose que les Français, ils sont très forts, il faut le reconnaître par rapport aux Québécois, parce que j'ai côtoyé les entrepreneurs québécois, les entrepreneurs français. Les Français à l'international, ils sont plus agressifs, ils s'adaptent facilement, ils prennent beaucoup de risques par rapport aux Québécois. Les Québécois, les entreprises québécoises, ils sont dans une zone de confort. C'est vrai, à l'intérieur du Québec, je suis d'accord avec toi, je partage avec toi à 100%. Par contre, à l'international, ce n'est pas aussi évident. On trouve beaucoup de compagnies françaises. Parce que oui? Pardon, on fait référence à une autre valeur qui est québécoise, c'est qui vient de l'histoire, c'est qu'on est né pour un petit pain au Québec. On travaille là-dessus, ça évolue beaucoup, mais c'est une réalité. Donc, tout à fait. Effectivement, dans notre zone de confort, et nous sommes humains, donc nous comprenons tout à fait ça. Dans notre zone de confort, on est capable de gérer au mieux ce qu'on a, mais face à des grands, par exemple, à l'international, merci Aziz parce que c'est vraiment intéressant, il y a une autre dynamique qui fait que, hop, peut-être qu'on revient à quelque chose qui était historique et complètement inconscient, c'est de dire, OK, ah oui, mais nous, on est petits, on est une société distincte. Donc, alors que le français, qui a l'arrogance facile,
Parce que c'est clair, vous êtes d'accord avec moi, que parce qu'on est né en France, on est tous cultivés, comme si le siècle des Lumières déteignait sur nous. On a un passeport français, donc on est cultivé, on est brillant. Ben non. Donc, mais dans l'ADN française, il y a cette espèce d'arrogance de dire notre passé, notre histoire. Mais je veux juste revenir à une relation avec le passé. C'est Descartes, le grand philosophe, Ouais. a dû se réfugier aux Pays-Bas lors de sa vie. Tout à Et fait. il disait, j'ai trouvé ça excellent, c'est que Dieu a créé les hommes, mais les Néerlandais se sont créés eux-mêmes. Et donc, on a trouvé plus arrogants que les Français, les Néerlandais. Et je peux témoigner parce que j'ai vécu aux Pays-Bas et ils ne sont pas arrogants dans le sens, et je sais que c'est un jugement de valeur, mais cette façon de se sentir supérieur, c'est que le Néerlandais est très charmant. Et il est tellement, pas un but de lui-même, mais il est tellement conscient de censément une supériorité par rapport au monde, qu'il va être même charmant avec vous, mais un peu paternaliste. En disant, C'est un pas peu comme ça comme qu'il faut la faire. confiance, hein, quand Oui, tu parles. la C'est la confiance. confiance qu'on a héritée Oui, tout à d'un fait. historique collectif. Et c'est ce que Aziz vient faire ressortir. Donc, Tout à fait. le côté international des Québécois est vraiment à développer parce que on pourrait ajouter le paramètre que notre historique, il est très jeune. Si on ne greffe pas l'historique des Autochtones, on parle d'un historique d'un petit peu plus que 400 ans. Tout à Donc, fait. on a été pendant des siècles à se débrouiller pour la survie, à maîtriser l'hiver, hein, Oui, qui est une composante non moindre culturelle qui nous façonne et façonne nos rapports avec les autres aussi. tout à fait. Le consensus. Le Donc, il y consensus a est relié d'une part, en amont à à la la survie, dynamique interculturelle des peuples autochtones qui oui. avaient l'esprit de consensus, de communauté, mais après, l'hiver aussi, parce que quand les gens, que ce soit de la Franche-Comté ou de la Vendée, débarquaient au Québec, il n'y avait pas de bottes sorel pour -30, il n'y avait pas le chauffage à 23 dans les maisons. Donc, réellement, la survie physique a fait que, même si notre voisin était un alcoolique au 3e degré et qu'il lorgnait après notre femme, on ne pouvait pas se fâcher avec lui parce qu'il en dépendait de notre survie physique. Parce que si on partait, si on avait un problème, plus de bois, si un loup venait nous manger nos poules ou que sais-je, c'était peut-être sur ce voisin qu'on allait pouvoir bâtir notre survie. Donc, le consensus est quelque chose d'ancré dans nos gènes Dans presque. l'ADN. Oui, tout à Oui. fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Pardon, si vous permettez, aussi, on a aussi une faiblesse entre les Français, les compagnies françaises, de ne pas travailler en joint venture, par exemple, avec des compagnies québécoises, qui pas le cas des Asiatiques. Ils ont cette facilité, les Japonais avec les Coréens, etc., sur des marchés à l'international. Ça, c'est une faiblesse, si vous voulez, je ne sais pas, de la culture française ou de cette arrogance qu'il faut démystifier pour pouvoir être intelligent et occuper l'espace à l'international. Merci beaucoup Aziz. Je voudrais rajouter quelque chose, Johan, qui est vraiment important. C'est que ce n'est pas parce qu'on a voyagé ou même vécu à l'étranger qu'on a une démarche réellement, intimement interculturelle. Ouais. On peut avoir été, par exemple, expatrié en Asie ou en Afrique et avoir vécu 5 ans sur un territoire qui n'était pas le nôtre, mais si on reproduit des schémas souvent inconscients et structurés de par notre pays d'origine, ben, on aura mangé local, on aura senti la météo locale, on aura peut-être acheté du tissu ou de l'art local, puis on revient dans notre pays d'origine et il n'y a pas grand-chose qui a bougé, sauf que toutes les situations, si on ne se remet pas en cause, toutes les situations qu'on aura vécues corroborent une idée préconçue, un stéréotype interculturel. En disant, eux, ils sont comme ça. Ah, les femmes ici sont comme ça. C'est toujours comme ça. Ah ben oui, mais on pouvait s'attendre à ça. Oui, mais ils sont très forts là-dedans. Ah, ils ne sont pas forts là-dedans. Vous voyez?
comment on peut D'ailleurs, savoir? on voit, et Cécile, j'ai le mauvais rôle aujourd'hui. Vas-y, Il nous reste un petit peu moins de 5 minutes. Je avez-vous vois des que questions? Nathalie va revenir, mais je vais interpeller. Tu as dit un mot très important et j'interpelle l'auditoire. Tu as parlé de stéréotypes. Oui, Effectivement, et c'est un des éléments sur lesquels on travaille en atelier et en formation pour un peu mettre sur la table les stéréotypes des uns et des autres et travailler sur les fondements. C'est là vraiment qu'on commence à bâtir des ponts, quand on diminue les barrières des stéréotypes. Et là, oui, Nathalie, je vais voir, mais j'interpelle soit Georges, soit Mme Boulay ou M. Kayembe, si vous avez le goût d'intervenir ou si vous avez des questions. J'ai ouvert les micros aussi pour d'autres personnes qui ont dû. Rachida aussi, hein, Rachida? J'espère que tu n'as pas été trop bloqué dans les technicalités. Donc, il nous reste à peu près 2-3 minutes avant de conclure. Nathalie, tu avais quoi comme question? Non, simplement, je voulais rebondir sur ce que disait Cécile par rapport à ce phénomène, entre guillemets, de solidarité et d'autosurvie par rapport effectivement au climat que vous avez chez vous. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu, enfin, pas forcément par rapport au climat, mais ça m'est passé par l'idée, notamment en Bretagne, il y a certaines îles, comme l'île d'Ouessant, par exemple, où c'est des petites îles. Et c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire que comme on va avoir peut-être, je ne sais pas, une poignée de personnes sur le même îlot, ils sont coupés du continent, ben, il y a un phénomène aussi de solidarité et on ne peut pas se permettre effectivement d'être fâché avec le voisin, avec l'un, avec l'autre. Et du coup, ben, naturellement, il y a un cadre de référence, il y a une perception de vie qui se met en place différemment. Et là, c'est en France, enfin, je veux dire, c'est des Français, mais qui, de par le fait qu'ils soient isolés, ben, vont développer du coup aussi d'autres façons de fonctionner que sur peut-être le continent qui va être plus individualiste ou qui aura une perception différente. Et par rapport à ce que tu très disais tout à intéressant. l'heure aussi, c'est l'histoire du cadre de référence qui est différent. Et l'idée, effectivement, c'est d'augmenter son seuil de tolérance et de s'émerveiller de la différence. Hein, et voilà. Donc, d'où l'important, pour reprendre l'analogie de Cécile quand elle parle de l'iceberg, d'aller en dessous, hein, parce que ce que l'on voit, ce qui est apparent, ce n'est que le début. Mais si on ne creuse pas, on n'arrivera pas à comprendre les uns et les autres. Donc, je vais laisser, je sens, il ne semble pas avoir de questionnement ou de chat sur les uns. On va laisser Cécile 2 petites minutes pour conclure sur ta dernière diapo. Et puis après, bien, on va inviter les participants à notre prochaine activité. Et puis, il y aura aussi une activité comme Madame Richard qui sera avec nous en novembre hein, comme animatrice. Merci. Alors, une chose avant qu'on conclue, je pense que c'est important que vous sachiez que si vous avez des questions, des suggestions quant à nos formations, ateliers, accompagnement ou juste une question ponctuelle, moi, je reste entièrement ouverte. Je vous invite à suivre le cabinet RHRE sur LinkedIn, ce qui vous permettra d'avoir des informations, mais aussi sur les activités, mais aussi des références intéressantes sur des articles ou sur des livres, conférences ou films. Ça, c'est intéressant. Là, ce sont juste sur cette dernière présentation, c'est juste quelques pistes qui pourraient être délicates entre la France et le Québec, le rapport à l'immigration et à l'histoire, entre la France qui a un passé colonial douloureux et difficile, et le Québec qui a aussi une autre histoire, donc le rapport à l'immigration au Québec dont on a besoin, qu'on désire, qu'on choisit, et la France avec une autre perspective, le tutoiement,
Nathalie qui m'a tutoyé d'emblée. Si nous étions entre franco-français, dans certains milieux, ça ne serait pas passé. Francophonie et anglicisme, on a évoqué. Le rapport à l'engagement, ce leadership qu'on valorise en Amérique du Nord qui est plus sérieux et structuré en France. Le rapport à l'échec et au succès, les autochtones et Premières Nations et le rapport au territoire. Nathalie qui a évoqué l'insularité qui peut, ou l'hiver qui peut teinter notre vision du monde et notre dynamique. Et le 8 mai que j'ai évoqué tout à l'heure, les Français sont d'accord dans une discussion, dans un rapport, dans une conférence, on peut dire oui, 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 mais et là, pendant 1 heure, on peut débattre et à la fin, on revient sur le fait qu'on était tout à fait d'accord. Donc, l'important, toujours, c'est de travailler à un non-jugement. Ce qui ne veut pas dire d'être vigilant et d'avoir ses opinions, mais le non-jugement, c'est important en interculturel. Et puis la création de ponts. Ce n'est pas de changer le monde, c'est de faire des ponts pour qu'on se rejoigne. Donc, ça, c'est extraordinaire. En tout cas, moi, ça m'a touchée. S'il vous plaît, sentez-vous à l'aise de nous contacter, de me contacter sur LinkedIn ou le cabinet. On est toujours là pour vous parce que c'est ensemble qu'on est en train de créer ce monde nouveau, qu'on espère meilleur. Merci à vous. Un grand merci, Cécile, d'avoir été avec nous. Puis surtout, on sent dans ta présentation aussi ta passion. Hein? Oui. Ta passion pour le côté humain, les relations humaines. Et le côté pragmatique pour l'entreprise. Tout à fait. On a besoin de ça. En fait, l'idéal, c'est de faire un équilibre entre l'humanisme qui nous anime et l'incarnation de quelque chose de concret qui nous permette la pérennité de nos entreprises, de la société. Et puis d'aller plus loin comme humain, hein, d'évoluer là-dessus. Donc, il y a M. Kayembe qui remercie pour la présentation, merci. Nathalie aussi qui nous dit merci. J'en profite pour vous inviter à la prochaine activité, au prochain webinaire qui va nous sortir d'un autre sujet complètement. Et là, c'est Aziz Chaïb qui va animer avec M. Fazi Ramouni, comprendre les exigences du SMCA, qui est une norme ISO, le système de management de continuité des activités. En période de COVID, comme vous le savez, beaucoup ont été interrompus, partiellement, totalement ou autres, ont dû reprendre et beaucoup de chefs d'entreprise, de gestionnaires ont réalisé, bien, par où on commence? Comment on fait pour redémarrer la machine, hein, qui est toute l'organisation d'une entreprise ou d'un organisme? Déjà, aujourd'hui, il y a encore bien des organisations qui n'ont pas réintégré leur personnel dans les lieux de travail. Et pour plusieurs, on est en plein dans ce qu'on appelle la deuxième vague. Surveillez nos formations en ligne ou nos formations en salle dès que le contexte sanitaire va nous le permettre. Puis, encore une fois, comme Cécile a dit, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou à suivre les autres activités. Vous aurez à la fin du webinaire, normalement, si la technicalité fonctionne, vous aurez un mini-sondage, 3 petites questions à répondre sur lesquelles on va vous interpeller pour votre satisfaction du webinaire. Merci. Sur ce, à moins que Aziz, tu aies un petit mot à dire ou pouvoir remercier les participants. Oui, sinon, il faut donner 1 minute pour les gens s'ils ont envie d'intervenir. Je pense que les gens sont au remerciement et peut-être avec l'agenda et autres. Si les gens n'ont pas ouvert les caméras, je respecte leur silence à ce niveau-là. Et leur temps. On a dépassé de 5 minutes. Ça va, c'est flexible. C'est notre petit côté latin. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas. À bientôt. Au revoir.